Donc on est parti sur les astéroïdes, et donc ici on a une photo de groupe des 3 astéroïdes dont on a rapporté des échantillons pour ces deux-là, on va en parler un petit peu, pardon, pour celui-ci et celui-là. Et celui-là, les échantillons sont en route. Donc on va commencer avec le départ de la fusée pour l'astéroïde Bennu. Donc c'est la mission OSIRIS-REx qui part le 8 septembre 2016. Alors voilà, c'est parti. C'est parti, mais où va-t-elle? Donc elle va sur un astéroïde. Alors qu'est-ce que c'est qu'un astéroïde? Vous avez donc la carte du système solaire, le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, les orbites, et voilà l'orbite de l'astéroïde Bennu. 330 millions de kilomètres. Est-ce que vous croyez qu'on y va comme ça? La réponse c'est non. Mais je dois dire que quand j'ai vu la vidéo qui suit, j'ai été quand même assez surprise. Donc c'est le trajet fait par la sonde. Alors il y a eu tout des passages, des accélérations par la Terre, mais là c'est quand elle arrive au voisinage de l'astéroïde. Et vous allez voir le trajet absolument incroyable que fait la sonde pour cerner cet astéroïde, parce qu'il s'agit de connaître toutes ses propriétés, de connaître sa masse, sa taille, sa forme, sa vitesse de rotation, et de l'avoir observé sous toutes les coutures, par toutes les lumières, afin de choisir l'endroit où on va atterrir, et de savoir comment on va y atterrir, et de répéter cet atterrissage. Donc vous voyez, vous avez un trajet qui est absolument fabuleux, et Bruno l'a dit tout à l'heure, je pense que cette conf, c'est aussi un hommage à la mécanique céleste, parce que c'est absolument incroyable ce que nos collègues sont capables de faire. Donc il y a eu une première reconnaissance, où la sonde s'est approchée à 200 mètres à peu près au-dessus de l'astéroïde. Et puis maintenant, il va y avoir 2 répétitions pour voir comment on peut se poser sur l'endroit qui va avoir été choisi. Donc voilà, là c'est la répétition de l'endroit où on va atterrir, hein, qui est le site Nightingale. Voilà, donc un premier essai. La sonde repart. Et là, voilà, elle va faire son prélèvement effectif, c'est ce qu'on appelle TAG, Touch and Go. Donc elle va se poser, attraper un échantillon et repartir. Et c'est un phénomène extrêmement bref. Et la sonde repart se mettre à distance de l'astéroïde en sécurité. Et là, pendant ce voyage, il y a une décision à prendre. Est-ce qu'on a assez d'échantillons? On reviendra là-dessus tout à l'heure. Et est-ce qu'on repart directement? Et finalement, ils ont décidé de revenir faire un tour pour photographier l'endroit où le prélèvement avait été fait. La sonde est en route, elle reviendra en septembre 2023. Donc on a parlé de la mission OSIRIS-REx à destination de l'astéroïde Bennu. Dans les autres astéroïdes qui nous intéressent, et on va parler beaucoup de la mission Hayabusa 2 à destination de l'astéroïde Ryugu. Alors vous voyez, ces astéroïdes, c'est finalement des objets qui circulent relativement près de la Terre, hein, puisque ici on a l'orbite de Mars, ils sont pratiquement tout le temps à l'intérieur de l'orbite de Mars, et bien loin de la ceinture des astéroïdes qui est figurée ici par l'astéroïde Vesta. Alors qu'est-ce que c'est que les astéroïdes? Ce sont des petits corps qui gravitent dans l'espace interplanétaire, et ici on a une représentation d'un grand nombre d'astéroïdes. Alors chaque astéroïde est représenté par un point. On a ici ce qu'on appelle la ceinture principale, donc entre l'orbite de Mars et l'orbite de Jupiter. En vert, ce sont tous les astéroïdes de la ceinture principale. Et puis, en rouge, ce sont les astéroïdes qui rentrent à l'intérieur du système, donc dont l'orbite, au lieu d'être parfaitement circulaire, est elliptique et plonge vers l'intérieur du système. Et puis, ils sont maintenus là par les interactions gravitationnelles avec Jupiter. Et il y a 2 familles d'astéroïdes chez lesquelles ça se voit particulièrement. Ce sont les astéroïdes troyens. Et on a là une petite vidéo qui montre comment ces astéroïdes sont littéralement confinés par Jupiter. Et ils vont tourner en même temps qu'elle, en fait. Et ils ont chacun une ellipse. On a l'impression que c'est un triangle, mais en réalité, chaque astéroïde a une trajectoire elliptique. Et donc, vous voyez, ce système est maintenu confiné grâce à la présence de Jupiter. Une dernière chose, on a l'impression qu'il y a beaucoup de masse,
Mais c'est parce qu'il faut bien faire une représentation. Chaque astéroïde est représenté par un point, mais en réalité, l'espace est vide. C'est toujours les problèmes de représentation du système solaire. On ne peut pas représenter les objets à la fois à la taille et avec les distances représentées proprement. Et quelle masse y a-t-il vraiment dans la ceinture des astéroïdes? Ici, on a ce diagramme qui montre le nombre d'astéroïdes, hein, depuis 1, 10, 100, etc., jusqu'à 100 millions, en fonction de leur diamètre. Et le plus gros, c'est l'astéroïde Cérès. Et vous voyez qu'il y en a très très peu des gros et que pour l'essentiel, les astéroïdes sont très très petits. Et si on regarde, ça je pense que c'est vraiment intéressant, si on regarde le volume cumulé de tous les astéroïdes, ben, on se rend compte qu'en fait, pratiquement la somme de tous les autres astéroïdes n'arrive même pas à faire bouger la masse totale de Cérès. Et en fait, la masse totale de la ceinture des astéroïdes, elle est pratiquement dans l'astéroïde Cérès, et ça ne représente pas plus d'un dixième de la masse de la Lune. Donc il y a beaucoup d'objets, mais ils sont infiniment petits. Une dernière chose avant d'aller plus loin, représenter quand même quels sont les objets qui nous intéressent. Donc là, on a le système solaire représenté depuis le Soleil vers l'extérieur, avec l'endroit où se trouve la ceinture principale des astéroïdes, les orbites des différentes planètes. Mais il y a des objets petits dont vous avez beaucoup entendu parler, dont on ne va pas parler aujourd'hui ou très très peu. C'est ce qu'on appelle les comètes. Alors une comète qui a été visitée par une sonde récemment et qui, elle, est très proche aussi de l'orbite de Jupiter. Et puis les comètes lointaines, soit qui sont les comètes périodiques qui sont situées dans la ceinture de Kuiper, ou bien celles qui sont très lointaines, qui sont dans ce qu'on appelle le nuage de Oort et qui ont des périodes extrêmement longues. Donc ces objets-là, qui sont plutôt des objets glacés, qui plongent vers l'intérieur du système solaire et qui dégazent en laissant une queue derrière eux, on en a visité un seul pour le moment. On n'a pas pu rapporter pour le moment d'échantillons. Enfin, on en a visité plusieurs, pardon. Il n'y en a qu'un dont on a pu rapporter des échantillons, c'est la mission Stardust, et c'est des quantités de matière infiniment petites. Nous, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les astéroïdes, donc, qui sont ces objets qui gravitent pas très loin donc, de Mars, vraiment à l'intérieur du système, ou qui éventuellement plongent vers l'intérieur du système, en particulier celui-ci, Toutatis. On ne va pas en parler beaucoup, mais il est considéré comme dangereux parce qu'il va passer à un moment extrêmement près de la Terre. Donc ça, c'est le portrait de famille des astéroïdes qui ont été visités par des sondes. Et aujourd'hui, on va s'intéresser donc à ces trois-là, l'astéroïde Itokawa, l'astéroïde Ryugu et l'astéroïde Bennu. Alors, ce sont des objets qui sont relativement petits, hein, 900 mètres pour Ryugu, 500 mètres pour Bennu. Donc, vous voyez, par rapport à la Tour Eiffel ou à l'Empire State Building, c'est pas gros. Et ils ont aussi une forme très caractéristique avec cette espèce de bombement. Ils ont une forme de toupie, en quelque sorte, avec cette espèce de bombement central. Et on pense que c'est lié au fait que des objets comme ça, qui sont petits, ils sont forcément relativement jeunes, parce qu'ils n'ont pas une durée de vie par rapport aux collisions suffisante. Ils ne peuvent pas être vieux de 4 milliards d'années. Donc on pense que ce sont les débris d'un objet qui était plus gros au départ, qui s'est cassé et réaccrété, et que la forme stable de cet objet dans lequel il y a plein de blocs et plein de vides entre, c'est précisément cette forme de toupie. C'est pour ça qu'ils ont des formes assez similaires. Donc l'astéroïde Ryugu a été visité par la sonde Hayabusa 2 et l'astéroïde Bennu par la sonde OSIRIS-REx. Et pour le moment, on a rapporté 5,4 grammes de l'astéroïde Ryugu et on pense qu'il y a plus de 100 grammes qui sont en route, qui proviennent de l'astéroïde Bennu. Alors, je vous ai montré qu'il y avait plus de 500 000 astéroïdes. Comment choisit-on l'astéroïde sur lequel on va aller? Je vous ai déjà parlé d'orbite tout à l'heure. Hein. Donc, s'il y a peut-être 500 000 astéroïdes, il n'y en a plus que 7 000 qui vont approcher suffisamment la Terre. Et même, il n'y en a que 192 qui ont des orbites suffisamment favorables pour qu'on puisse y aller avec pas trop d'efforts énergétiques. Donc il y en a déjà plus que 192 comme ça. Et puis parmi ces 192, il n'y en a plus que 26 qui font plus de 200 mètres de diamètre. Il faut se rendre compte que plus l'objet est petit, plus c'est difficile de le localiser, plus c'est difficile de l'atteindre et de se poser dessus. Donc il n'y en a plus que 26. Et puis parmi ces 26, il y en a 5 qui sont riches en carbone. Et donc parmi ces 5, chacune des missions, on a choisi un. Donc on en a identifié 2 sur lesquels on est effectivement allé. Alors, qu'est-ce que ça signifie, être riche en carbone? Qu'est-ce qu'on sait sur ces astéroïdes? Quelles sources d'informations avons-nous? Bien sûr, on a l'étude des météorites, donc on va en parler un petit peu.
On a les observations à distance, et en particulier les spectres de réflectance, c'est-à-dire la lumière du Soleil réfléchie par les surfaces des astéroïdes, et évidemment les missions spatiales. Alors, on va commencer par parler un petit peu de météorites. On va faire des choses que certaines personnes dans la salle savent déjà, parce que c'est des choses dont on parle régulièrement. C'est l'évolution interne de la Terre et des planètes. Vous savez que la Terre, après son accrétion, elle a chauffé à l'intérieur et elle s'est différenciée, c'est-à-dire qu'elle était constituée d'un assemblage de métal et de silicate. Et quand cet assemblage a fondu, le métal qui était plus dense a coulé au centre de la Terre, tandis que les silicates plus légers se sont épanchés en surface pour former une croûte. Et cette évolution, et cette croûte, elle contient des basaltes, et puis il y a un manteau résiduel constitué d'olivine. Et cette évolution, il y a d'autres astéroïdes qui l'ont eu, et en particulier, j'ai parlé tout à l'heure de la météorite de Juvinas, voilà, c'est un basalte issu d'un astéroïde qui est tombé sur Terre à la suite d'un impact. Il y a d'autres astéroïdes qui ont eu cette même évolution, mais il y a une fraction des astéroïdes qui se sont formés très tard et suffisamment tard pour qu'il n'y ait pas de chaleur suffisante dans le système accumulée pour qu'ils puissent fondre et se différencier. Et donc ces astéroïdes sont constitués, pour la plupart d'entre eux, d'un mélange de métal et de silicate, ou en tout cas essentiellement de silicate. Et c'est de ces astéroïdes-là que sont issus ce qu'on appelle les météorites primitives ou chondrites. Les roches basaltiques, comme la météorite de Juvinas ou les météorites de fer qui proviennent du centre d'un astéroïde, représentent à peu près 12% des météorites que l'on trouve sur Terre, et les météorites primitives ou les chondrites, c'est tout le reste, donc c'est 85%. Et parmi ceux-là, il y en a 3,5% qui sont vraiment ceux qui nous intéressent, qu'on appelle les chondrites carbonées, et c'est analogue à ces chondrites carbonées que sont Ryugu et Bennu, et c'est ça qu'on va aller chercher. Alors pourquoi on s'intéresse à ces objets-là? C'est parce qu'on sait qu'ils ont des particularités qui sont particulièrement intéressantes si on veut remonter à l'histoire du système solaire. Déjà, ils ont une composition chimique qui est identique, je mets identique entre guillemets, à celle du Soleil et du disque protoplanétaire. Pourquoi identique entre guillemets? C'est parce que tout ce qui était gazeux, en particulier l'hydrogène et l'hélium, qui fait quand même l'essentiel de la masse du Soleil, a été soufflé dans le disque. Mais les cailloux solides qui sont restés, ils avaient probablement exactement la même composition que cette météorite. D'ailleurs, je crois qu'il y a quelqu'un dans la salle qui s'intéresse à la météorite d'Orgueil. Il s'agit de la météorite d'Orgueil ici, qui est tombée en 1864. On pourra en parler plus si vous voulez. C'est une météorite qu'on étudie depuis cette époque-là. C'est vraiment le standard, l'étalon de la composition chimique du système solaire. Donc, des objets qui nous renseignent sur la formation du système solaire, mais qui en plus contiennent des poussières qui sont héritées du disque et qui sont probablement des matériaux d'origine interstellaire, donc qui proviennent d'autres étoiles et qui ont été piégés dans le disque et qui nous parviennent entiers dans les météorites. Et puis on trouve aussi des composés organiques, c'est-à-dire des composés à base d'oxygène, hydrogène, carbone et azote, qui sont les composés qui servent à former la vie. Et puis on trouve aussi de l'eau dans ces roches, qui est probablement, sinon à l'origine de l'eau sur Terre, au moins qui a une origine commune avec celle de l'eau sur Terre. Et comment on le sait? Ici, on a un diagramme où on représente les différents objets du système solaire. Alors, il n'y a pas d'ordre, ils sont juste alignés les uns les autres. Et on regarde le rapport D sur H, donc le deutérium, c'est-à-dire l'hydrogène lourd, par rapport à l'hydrogène normal dans ces objets. Et on a longtemps pensé que c'était les comètes qui avaient apporté l'eau sur la Terre. En fait, les comètes ont un rapport D sur H qui est très différent de celui de la Terre. En revanche, les chondrites carbonées, qui contiennent jusqu'à 20% d'eau, ont un rapport D sur H qui correspond tout à fait à celui de la Terre. Donc soit quand la Terre a fondu, ou la surface de la Terre a fondu suite à la formation de la Lune, tout a dégazé et il y a eu de nouveau un apport d'eau par les chondrites, soit c'est de l'eau qui est ressortie des profondeurs de la Terre qui s'était formée à partir du même matériau. C'est des choses auxquelles on est encore en train de réfléchir et dont on n'a pas la réponse. Voilà, alors deuxième source d'information sur les astéroïdes, bien sûr, c'est de regarder leur spectre, c'est-à-dire la lumière du Soleil qu'ils réfléchissent. Donc on va regarder ici, dans le visible et dans l'infrarouge proche, le spectre d'un certain nombre d'astéroïdes, donc en fonction de la longueur d'onde, quelle est la fraction de la lumière solaire qui est réémise.
Et on va pouvoir comparer ça à des spectres de minéraux qu'on irradie avec une lumière solaire. Et donc, par exemple, ça ne va pas être un mystère de se dire, voilà, ce spectre du pyroxène, là, et ben dans l'astéroïde Vesta, il y a des chances qu'il y ait beaucoup de pyroxène. Et effectivement, si on compare la météorite de Juvinas, toujours le spectre de la météorite de Juvinas avec ce spectre de l'astéroïde Vesta et celui de pyroxène. Alors évidemment, Juvinas, on l'a en main, on peut vérifier qu'il y a du pyroxène dedans, mais on voit qu'il y a une coïncidence. Et pour cette raison, l'astéroïde Vesta était le premier auquel on ait affecté une catégorie de météorites. À l'heure actuelle, presque toutes les météorites qu'on connaît, on a une idée de l'astéroïde dont elles viennent, mais ça n'est pas quelque chose qui a été bien connu pendant si longtemps que ça. Pendant très longtemps, moi quand j'ai commencé ma carrière, c'était vraiment la bataille, mais vraiment le pugilat, on pourrait dire, dans les congrès, savoir si les chondrites ordinaires, qui représentent donc pratiquement 80% des objets qui tombent sur Terre, provenaient des astéroïdes dits S, ayant ce spectre-là, qui sont très abondants dans la ceinture des astéroïdes. Et vous voyez que ces spectres ne sont pas tout à fait identiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se ressemblent, mais celui-ci est plus pentu. On dit qu'il est plus rouge, c'est-à-dire qu'il est plus élevé dans le rouge. Et pendant très longtemps, ça a été la bagarre sur ce sujet-là, jusqu'à ce que la sonde Hayabusa, la première sonde Hayabusa, rapporte des échantillons en 2010 de l'astéroïde Itokawa. Donc le principe de cet échantillonnage est le même que celui qui a été utilisé pour Hayabusa 2, je vous en parlerai après. Ça n'avait pas super marché pour Hayabusa, néanmoins, ils avaient rapporté quelques microgrammes et ça a été suffisant pour voir que la surface de cet astéroïde, irradiée en permanence par les particules cosmiques et par les micrométéorites, devenait plus rouge et qu'on avait bien un échantillon qui ressemblait tout à fait à ce qu'on avait dans nos collections de météorites. Donc ça a été la fin de ce débat en 2010-2011. Grâce aux échantillons rapportés par les sondes. Alors voilà les différents types d'astéroïdes qu'on connaît, les différents types de météorites qu'on connaît, et une assignation sur la base de ces spectres de la plupart des météorites à une classe d'astéroïdes. Et voilà les chutes observées. Vous voyez, 98% des chutes observées, on peut dire de quelle famille d'astéroïdes, de quel type d'astéroïdes elles proviennent. Mais si vous regardez bien ce tableau, vous voyez qu'il manque, dans la ceinture des astéroïdes, on a représenté qu'à peu près 30% en masse des échantillons qui se trouvent dans la ceinture des astéroïdes. Il y a une grosse fraction des astéroïdes qui se trouvent dans la ceinture qui ne sont pas représentés dans nos collections, et c'est tous ceux qu'on a mis comme ça en jaune. Alors pourquoi? Probablement parce que ce sont des astéroïdes carbonés qui ressemblent un petit peu à la météorite d'Orgueil, c'est-à-dire qu'il s'agit de matériaux extrêmement friables. Et au moment où ils vont traverser l'atmosphère de la Terre, qui est quand même un phénomène extrêmement violent, il est probable que ces fragments d'astéroïdes se sont détruits, qu'ils ont été cassés en 1000 morceaux et que rien n'est arrivé au sol. Donc pour cette raison, à moins que vraiment jamais ces astéroïdes ne nous arrosent, on n'a pas accès à ces échantillons. Donc, les 2 astéroïdes qui ont été choisis, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait 5 astéroïdes qui étaient riches en carbone. Et il y a un astéroïde B qui est celui qui a été choisi par la mission OSIRIS-REx et un astéroïde de type CG qui est celui qui a été choisi par la mission Hayabusa. Donc voilà, la troisième source d'information à laquelle nous ayons accès, évidemment, c'est celle qui nous réunit aujourd'hui, ce sont bien sûr les missions spatiales. Avant d'aborder les missions spatiales sur les astéroïdes, je voudrais quand même dire que quand on envoie une mission, on ne sait pas sur quoi on va, on ne sait pas à quoi ça va ressembler. Et en particulier, sur la Lune, il y a eu un moment, on savait que la surface de la Lune était probablement poudreuse à partir d'observations faites depuis la Terre. Mais on ne savait pas, et on ne savait pas si les astronautes n'allaient pas s'enfoncer dans le sol. Ils avaient quand même posé quelques sondes avant d'envoyer des hommes, donc ils savaient que probablement la surface la surface de la Lune serait à peu près solide. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a mis du temps à savoir. De la même manière, on a pensé que la surface des astéroïdes sur lesquels on allait aller, ça serait probablement poudreux et qu'on allait pouvoir récupérer un peu de cette poudre relativement facilement. C'est ce qui s'est passé avec les 2 missions Hayabusa. Et en fait, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, parce que vous voyez ici de près donc la sonde Hayabusa 2 qui s'approche de l'astéroïde Ryugu. Et ici, vous avez un détail de ça. Mais si on regarde
Bennu de plus près et aussi, Bennu de plus près et Ryugu aussi de plus près, mais j'ai pas l'échelle ici. Vous voyez qu'en fait, c'est pas du tout poudreux comme la surface de la Lune. Vous avez d'énormes blocs qui font une dizaine de mètres. Vous avez des cailloux plus petits, mais cette poussière fine qu'ils espéraient récolter, elle est présente en réalité, mais elle est vraiment entre les cailloux. Il faut se poser là-dessus et il faut récolter des échantillons de ce genre de matériaux et c'est pas si simple. Et ça a été donc le problème pour Itokawa, dont la surface, vous voyez, n'est pas tellement différente. Il y a un peu de matériaux fins, mais il n'y en a pas tant que ça. Alors, qu'est-ce qu'on a conçu comme système pour récupérer les échantillons? Deux systèmes différents. Hayabusa 2 va atterrir très brièvement et tirer une balle de tantale de 5 grammes pour faire monter la poussière dans sa corne, tandis que Osiris-Rex, c'est un système où je me pose, on va voir comment il y a un courant d'azote qui va venir soulever les échantillons. Donc ça, ce sont les systèmes embarqués, juste avant qu'ils partent. Ici, c'est le bras d'Hayabusa qui fait 3,50 m, d'Osiris-Rex qui fait 3,50 m, qui est en train d'être testé au laboratoire. Et ça, c'est le système de prélèvement. Alors, comment ça marche pour Hayabusa 2? Donc, la corne fait 1 mètre de haut. Elle envoie une petite bille de tantale, les particules remontent, elles viennent dans une petite logette et cette logette vient se coller ici. Et cette petite logette, en fait, elle contient 3 chambres à échantillons, ça veut dire qu'on peut recommencer la manip 3 fois. On va voir qu'elle a été recommencée 2 fois, et comme ils étaient très raisonnablement sûrs d'avoir des échantillons, ils ont préféré s'arrêter là. Et pour Osiris-Rex, donc ça marche différemment, il n'y a pas de balle qui est envoyée. En revanche, le principe, c'est de faire circuler un courant d'azote extrêmement pur, et c'est ce courant d'azote qui entraîne les échantillons dans les logettes dans lesquelles elles vont venir se glisser. Alors, je vous dis tout de suite, je vous rappelle ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez l'échelle ici, 30 cm, vous voyez que ça ne va pas être si simple de loger des échantillons qui sont peut-être un petit peu gros, et ça va poser des problèmes, effectivement, ça a posé un petit peu de problèmes par la suite. Donc voilà, la mission est partie vers l'astéroïde Ryugu, et voici, d'abord, en arrivant, Hayabusa 2 a lâché un petit atterrisseur que vous voyez là, c'est juste une séquence, c'est 3 photos qui sont superposées. Ce petit atterrisseur mascotte qui va l'aider à préparer le terrain, qui va faire de la spectroscopie en surface de l'astéroïde, qui va photographier, qui va contribuer aussi à la photographie de la surface pour mieux la comprendre. Et dans cet atterrisseur, il y a des labos allemands et français qui sont impliqués. Et puis la sonde vient, la voilà qui arrive. Alors c'est pareil, c'est un time-lapse du prélèvement. Donc c'est le premier prélèvement qui s'est déroulé le 22 février. On ne voit pas la balle de tantale qui part, mais en revanche, on voit, parce que ça se passe évidemment en dessous, mais on voit toute la poussière qui est embarquée par le capteur. Voilà, et puis on voit la sonde qui s'éloigne et on voit les dégâts qu'elle a causés au sol. Et puis, les Japonais ont eu l'idée qu'on n'allait pas se contenter de prendre de la surface de l'astéroïde, des matériaux qui étaient altérés, qu'il fallait essayer d'aller un petit peu plus profondément en surface. Et pour ça, ils ont eu l'idée de faire une explosion à la surface de l'astéroïde. Donc ça, c'est le schéma de comment ils font. Ils lâchent un percuteur qui va exploser en surface de l'astéroïde, la sonde se cache pour être à l'abri, et elle revient après faire un deuxième prélèvement. Donc là, très, très brièvement, le principe du percuteur, il y a une partie explosive qui fait quand même 14 kg, il y a 9 kg d'explosifs, pardon, et c'est une plaque de cuivre qui est à la base de cet objet, qui va partir, qui va se déformer en se propageant, et qui va atteindre le sol. Ça, c'est la photo d'un des modèles du percuteur. Et donc, une fois que cette percussion a eu lieu, ça c'est le lieu où ça a été fait avant, après. Donc vous voyez qu'il y a un cratère qui fait à peu près 20 mètres de diamètre. Et puis la sonde, alors ça c'est une autre photo redressée, je ne connais pas bien le traitement d'image, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ça c'est avant, ça c'est après. Et puis voilà la sonde qui revient le 11 juillet pour faire son deuxième prélèvement dans cette zone qui a été percutée, ce qui permet d'avoir
des échantillons qui vont venir de plus profondément à l'intérieur de l'astéroïde. Ça se déroule, c'est tout à fait analogue, hein, donc ça c'est un deuxième prélèvement qui est vu par 2 caméras d'ailleurs. Voilà, je vais passer sur la deuxième. Donc grâce à toute cette mission, qu'est-ce qu'on a appris sur l'astéroïde? On a appris sa période de rotation, sa forme, ses caractéristiques en taille, son volume, sa masse, sa densité. Et ça c'est vraiment quelque chose d'important. Je vous ai dit que c'était un objet qui était cassé, réaccrété, ça veut dire qu'il y a beaucoup de vide. La densité moyenne d'un objet comme ça, sur l'ensemble, c'est 1,20. Et si on suppose que ça ressemble à la météorite d'Orgueil, ce qu'on ne sait pas, hein, mais si on suppose que ça ressemble à la météorite d'Orgueil, ça veut dire que la densité moyenne des grains, c'est quelque chose comme 2,4 grammes, enfin la masse volumique, c'est 2,4 grammes par centimètre cube. Ça suppose qu'environ 50% de cet objet est constitué de vide. Et ça, c'est pas si facile à reconstituer. On ne sait pas vraiment bien ça encore si facilement que ça. En tout cas, ça nous donne quand même bien l'idée que cet astéroïde, et probablement aussi l'astéroïde Bennu, ce sont des accumulations de gravats. Alors, les premiers résultats qu'on a obtenus, déjà en surface de l'astéroïde, et qui se sont confirmés par les mesures qui ont été faites depuis sur les échantillons, ce qu'on a ici, c'est la réflectance, toujours en fonction de la longueur d'onde. Et ce qu'on voit, c'est que dans les longueurs d'onde visibles, alors évidemment, hein, à quoi on compare un astéroïde, comment on analyse un échantillon d'un astéroïde exactement comme on va analyser celui d'une météorite. Donc, si on compare avec toutes les météorites, ben, vous voyez que Ryugu, c'est l'échantillon le plus sombre, c'est-à-dire où le facteur de réflectance est le plus bas dans toutes les longueurs d'onde que toutes les roches qu'on connaît. Ça veut dire que c'est vraiment comme du noir de charbon qui se balade dans l'espace. Et puis si on regarde à une longueur d'onde un peu plus lointaine, dans l'infrarouge moyen, on voit qu'il y a une bande d'absorption à 2,7 microns. Et cette bande d'absorption, elle est tout à fait caractéristique de la présence d'eau. Donc ça nous dit que cet astéroïde Ryugu contient de l'eau. Et puis, si on regarde en détail, eh bien, on voit les spectres individuels des différentes régions. On s'est rendu compte que dans le fond des cratères, ben, le spectre de l'astéroïde était plus bleu qu'il n'est dans les endroits qui sont plus élevés. Donc, ça suggère qu'après avoir été cassé, réaccrété, il a évolué en surface, il est devenu plus rouge, exactement comme l'astéroïde Itokawa, mais les collisions successives font que ça a mis à jour la partie interne qui est plus bleue. Donc voilà pour ce qu'on sait, rien que sur la base de la mission spatiale sur l'astéroïde Ryugu. Passons maintenant à l'astéroïde Bennu. Alors le système de prélèvement n'est pas le même, je vous le disais, c'est un courant d'azote, pas d'air, qui va venir souffler l'échantillon. Là aussi, il ne s'agit pas d'une vraie vidéo, c'est un time-lapse. Et en regardant ce time-lapse de près, image par image, on voit bien que l'objet s'est posé et que ça a perturbé toute la zone, tout autour de l'endroit où l'échantillon où l'objet de prélèvement, la tête de prélèvement s'est posée. Et ça suppose que le contact s'est très bien fait et que le prélèvement lui-même s'est très bien fait. En fait, les caractéristiques qu'ils ont pu reconstituer, avant même de commencer à injecter le gaz, la tête avait pénétré de 4,5 cm déjà dans le régolithe. Donc ça veut dire que ça s'est vraiment enfoncé. Hein. Ils sont sûrs qu'il y a eu un bon échantillonnage puisqu'il y avait plein de poussière autour avant même que le contact ait lieu. L'instant du contact, il est défini par l'accéléromètre et il commence à injecter le gaz à l'instant du contact plus 1 seconde. Et à partir de 6 secondes, il commence à activer les fusées de recul. Et ils ont calculé qu'il avait effectivement commencé à reculer à 9 secondes et qu'il avait pénétré de 50 cm dans le régolithe. Donc là, vraiment, il est allé extrêmement profondément. Et à partir de 16 secondes, la tête d'échantillon était déjà ressortie, n'était plus à l'intérieur de l'astéroïde. Ils avaient une caméra pour photographier la tête de prélèvement. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit plein de petites poussières qui sont encore autour. On voit ici des petits disques qui servent à attraper les poussières fines. C'est un peu comme un velcro, en fait, pour coller des petites poussières. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'ici, vous avez la tête de prélèvement, et là, vous avez une logette qui s'ouvre avec une feuille de mylar, en fait, qui sert à retenir les échantillons pour pas qu'ils puissent repartir. Et ce qu'on a vu, c'est que la feuille de mylar, ici, elle était ouverte. Il y a une des 3 feuilles de mylar qui est restée ouverte.
Donc ils ont perdu des échantillons. Et ça, c'est lié au fait que les échantillons étaient tellement gros qu'ils ne sont pas rentrés très très bien dans la tête de prélèvement. Et à partir de là, je vous ai dit, il y a eu une période dans laquelle ils ont quand même vraiment hésité. Qu'est-ce qu'on fait? Ils avaient prévu au départ de peser l'échantillon, de repeser la tête, de faire un calcul sur la base de l'inertie pour savoir combien ils avaient d'échantillons. Ils ont décidé que ça avait forcément marché, donc il valait mieux repartir. C'est pour ça qu'ils sont allés se mettre en sécurité, parce qu'ils ont dit une fois que la tête de prélèvement sera rangée dans sa logette avec laquelle elle doit revenir sur Terre, on sera en sécurité. Et donc ils ont hésité un certain temps, puis ils ont décidé que finalement, comme ils avaient des échantillons, ils sont quand même raisonnablement sûrs d'avoir plus de 100 grammes d'échantillons, sachant que la mission nominale, c'était 60 grammes d'échantillons. Donc ils ont décidé, avant de repartir, de revenir quand même faire un tour autour de la sonde pour photographier quand même la zone sur laquelle ils avaient fait le prélèvement, caractériser cette zone. Donc ça, c'est avant. Ça, c'est après. Et là, on a une petite vidéo qui montre avant. Et en fait, ce caillou-là, ils pensent que c'est lui qu'on retrouve ici. Ils pensent, sur la base de ces images, que les échantillons sont ultra friables et que donc ces gros bouts centimétriques qui doivent être à l'intérieur de la tête de prélèvement vont être ultra secoués au moment de la traversée de l'atmosphère, même s'ils sont protégés par une capsule, et ils se demandent s'ils vont arriver entiers ou s'ils vont recevoir que des poussières désagrégées. Ça, la réponse, on l'aura quand la sonde reviendra. Et enfin, un dernier résultat obtenu sur les mesures embarquées, vous voyez que ces photos, on voit bien que la lumière, elle est la même. Hein. On voit bien qu'il y a des cailloux qui sont beaucoup plus clairs et d'autres qui sont beaucoup plus sombres. Ils expliquent ça par des différences de concentration en matériaux très très riches en carbone. Ils ont fait des analogues en mélangeant des argiles et puis du noir de charbon pour essayer de reproduire ces objets extrêmement sombres. Voilà, donc on passe au retour des échantillons, hein, parce qu'il fallait bien aller les chercher, mais maintenant on va les faire revenir. L'entrée d'une capsule, c'est la même chose que l'entrée d'une météorite. Hein, ça se propage en faisant comme une très grosse étoile filante à l'avant. Donc tout ça, c'était très bien calculé, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, cette conférence, bien que moi je ne fasse pas de mécanique céleste, c'est vraiment un hommage à la mécanique céleste, à la fois être capable d'aller sur un objet, de prélever un échantillon, de le rapporter, et aussi de savoir quels sont les astéroïdes qui risquent de passer quand au voisinage de la Terre. On verra ça un petit peu plus tard. Donc la sonde s'est posée au-dessus du désert australien. Ils l'ont repéré depuis un hélicoptère. Ce que vous voyez ici, c'est le parachute, et là, c'est l'objet de toutes les convoitises qu'on voit de plus près ici. Donc on voit ici je pense que c'est des militaires japonais qui sont venus récupérer l'objet qu'ils ont localisé assez vite. Ils sont en train de le couper de son parachute. On le prend, on le met dans une boîte de transport, et voilà l'équipe rapprochée qui rapporte l'échantillon. Voilà la salle de réception des échantillons. Moi, je trouve que c'est assez fabuleux. Ils ont construit un labo entier pour y passer 3 jours, pour réceptionner les échantillons. Ils ont fait plusieurs répétitions de savoir comment ça allait se passer, comment ils allaient faire. Chaque opération a été faite une par une. Ça, c'est l'équipe rapprochée qui travaillait sur l'échantillon avec le collègue australien, puisque la sonde s'est posée en Australie. Et ça, c'est l'ensemble de l'équipe à la fin. Et puis commencent les premières observations. Ça, c'est le conteneur à échantillons. C'est le truc avec les 3 logettes dont je vous parlais tout à l'heure. Et vous avez vu, on va le revoir après. Donc les voilà qui repartent en Australie au bout de quelques jours. Et donc voilà ce conteneur à échantillons. Et là, on a des bandes qui permettent de mesurer la température pour vérifier que jamais l'échantillon n'a été plus chaud que les 65 degrés Celsius que de toute façon il expérimentait à la surface de l'astéroïde. Et là, vous les voyez revenus au Japon en 3 jours. Alors ça s'active énormément, je suis incapable de vous dire tout le détail de ce qu'ils font, sinon que la petite machine qu'on voyait sur le côté servait spécialement à transporter le conteneur des échantillons. Et là, enfin, ils ont ouvert, on a vu d'abord les échantillons de la logette A, le premier prélèvement, et là, donc ça c'est le prélèvement qui a été fait en surface, et maintenant le prélèvement qui a été fait à l'intérieur du cratère. Et puis, ces échantillons, qui sont maintenant dans des conteneurs en verre, ils sont à l'intérieur d'une énorme boîte à gants, donc sous vide, avec une fenêtre par laquelle on peut les voir, et puis aussi par au-dessus. Et là, vous avez
une petite manip qui est pilotée depuis la France, où il s'agit de mesurer le spectre de ces échantillons de la même manière qu'on les a mesurés avec Mascotte et qu'on les avait mesurés à la surface de l'astéroïde. Et ce sont des gens d'Orsay qui travaillent pour mesurer les spectres de ces échantillons. Beaucoup de mesures ont été faites dans cet état-là, en réalité, puis les échantillons ont été mis dans des conteneurs qui vont servir à pouvoir enfin les déplacer. Il y a une cérémonie de remise des échantillons au chef. En fait, c'est celui qui a conçu toute la mission, hein, mais enfin, pas d'un point de vue technologique, mais du point de vue des échantillons. Et c'est lui qui va organiser la distribution la distribution de ces échantillons. C'est lui, notre collègue Shogo Tachibana. Et là, c'est le conservateur des échantillons qui, solennellement, lui remet le premier échantillon qui va partir pour servir à faire des manips. Et voilà, donc les échantillons répartis, pareil, au Japon. Alors la première chose qu'ils font, ils vont dans un accélérateur, dans un synchrotron. Alors là, on voit les collègues là, qui sont en train de se déplacer, ils prennent le train, le bus, ils arrivent à l'accélérateur, ils vous disent bonjour, les voilà arrivés. Alors ce synchrotron ressemble tout à fait au synchrotron Soleil sur lequel nos collègues d'Orsay font des manips tout à fait analogues. Alors, une des avantages de cette lumière extrêmement concentrée, c'est de pouvoir regarder vraiment de manière très précise à l'intérieur des échantillons et de reconstituer en particulier la géométrie 3D de ces particules et de comprendre vraiment quelle est leur porosité et quels sont le lien avec la porosité globale de l'astéroïde, et puis aussi d'étudier les concentrations d'éléments en traces. Donc ils sont... Alors, une chose que je devrais dire, donc, la distribution des échantillons n'a commencé qu'en juin. Ils n'ont sorti pour le moment que quelques particules qui sont millimétriques tout au plus. Ils y vont extrêmement prudemment. Et puis les voilà partis. Maintenant, pour aller à la sonde ionique d'Hokkaido. Donc ça, c'est les deux, j'aurais dû m'arrêter. C'était le chef de la mission Hayabusa et l'autre, c'est Osiris-Rex. Et il vous parle en français. Professeur Yorimoto-san, un professeur distinguished dans l'université de Hokkaido, le laboratoire de cosmochemistry et meteoritics. Voilà. Voilà, donc il voulait vous saluer. Il vous salue. Ben, ça, c'est le grand professeur qui vous salue aussi, qui vous dit bonjour. Voilà. Et là, ils sont sur la sonde ionique. Donc, c'est une machine comme celle-ci, hein, qui est pour celle-ci à Nancy. Donc, il s'agit de mesurer les compositions isotopiques des échantillons de très près. Évidemment, là, on a accès, quand on a un échantillon au laboratoire, on a la possibilité de faire des analyses qu'on n'est pas capable de faire, évidemment, sur un astéroïde, dans des missions embarquées. Donc là, le principe, c'est qu'il y a une source, on met l'échantillon ici, sous vide, il est bombardé par un faisceau d'ions, et les particules de l'échantillon sont accélérées dans un champ électrique, puis dans un champ magnétique, ce qui va séparer les objets en fonction de leur masse. Et puis, on va avoir ici des détecteurs qui vont recevoir les différents isotopes. Voilà, donc ils vont au Japon, sur cette sonde-là, ils essayent de faire des datations aluminium, magnésium des particules. Aussi, les carbonates, qui sont les produits de l'altération à la surface de l'astéroïde, de voir si on est capable de dater à quel moment ils ont été faits. On essaiera aussi, bien sûr, de faire les isotopes de l'oxygène, de l'hydrogène. Mais ça, ce sera plutôt sur d'autres sondes ioniques, parce que le principe de la distribution de ce type d'échantillon, c'est qu'il y a une personne qui est spécialiste vraiment d'une technique, et si ça peut être fait en interne au Japon, c'est fait en interne au Japon. Mais s'il y a un collaborateur qui est particulièrement fort sur une manip ou sur une autre manip, c'est lui qui va recevoir les échantillons. C'est comme ça que ce sont les gens d'Orsay qui ont travaillé sur la spectroscopie. C'est comme ça que j'ai des collègues qui vont travailler, ou qui travaillent déjà, d'après ce que j'ai compris, sur certaines de ces particules. Alors, donc les premières analyses sont en cours. Donc, par les observations à distance, on sait que ces échantillons sont plus sombres que toutes les météorites qu'on connaît. Donc, on a affaire à des nouveaux types d'échantillons qu'on ne connaît pas pour le moment. On sait qu'il y a un petit peu d'eau dedans. Mais on sait aussi qu'il y a plus d'eau maintenant. Maintenant, on sait que dans Bennu, il y a plus d'eau que dans Ryugu. Et on ne comprend pas du tout quel est le lien entre ces deux astéroïdes. On a vu qu'ils avaient des types
spectroscopiques légèrement différents, mais on ne comprend pas évidemment. En fait, une des choses qui va se passer, c'est que depuis le début, les Américains et les Japonais travaillent vraiment ensemble et que les études des échantillons vont se faire vraiment en parallèle, bien que Bennu arrive un petit peu plus tard. Ils vont vraiment se faire en parallèle pour essayer de voir s'il y a des choses à comprendre en croisant les données. Voilà, donc les premiers échantillons ont été distribués. Alors les retombées espérées, comme toujours dans une mission spatiale, il y a tout ce côté prouesse technologique qui a forcément des retombées économiques. Bien sûr, ça a été dit, une meilleure compréhension de l'origine du système solaire et une meilleure compréhension en particulier de l'origine de la vie. Et puis aussi pour ces deux missions, une mission quand même de protection planétaire, on va y revenir un petit peu, puis bien sûr les échantillons qu'on a rapportés. Donc on peut se poser la question, hein. En 2010 on avait rapporté quelques microgrammes, 2020 5 grammes, 2023 plus de 100 grammes. À terme, est-ce qu'on est capable d'exploiter les astéroïdes? Moi je ne suis pas sûre que géologiquement ça soit intéressant, mais bon, c'est quelque chose qui en tout cas est en cours de discussion. Alors pourquoi protection planétaire? Ce sont deux astéroïdes qui viennent très près de la Terre, donc ils peuvent éventuellement menacer la Terre. Et puis il y a une des deux missions, je crois que c'est la mission Hayabusa, qui va continuer en fait et qui va aller visiter d'autres astéroïdes. Donc il y a une dimension de protection planétaire. Mais la vérité, c'est que vraiment, si on s'intéresse à la protection planétaire, voilà, d'abord, quels sont les dangers avant d'aborder la protection planétaire? Ici, vous avez la distance de la Terre à la Lune, et on a ici quelques objets qui sont venus vraiment très près de la Terre ou qui risquent de venir très près de la Terre. Ceux-là sont déjà passés, celui-ci. Mais évidemment, ceux qui sont vraiment arrivés à l'intérieur de l'altitude des satellites géosynchrones, il y a Apophis, dont on a longtemps dit qu'en 2029, il entrerait en collision avec la Terre. En réalité, il va passer quand même assez loin. Et puis, il y a cet astéroïde qu'on guettait, qui devait passer très près de la Terre le 15 février 2013. Et vous le savez peut-être, c'est le jour de la chute de la météorite de Chelyabinsk, qui arrivait d'une direction totalement différente. En fait, elle est arrivée depuis la direction du Soleil, et personne n'a vu cet objet arriver. Ça a créé pas mal de confusion sur le moment. Voilà. Alors, quel est vraiment le risque qu'on court? En fait, tous les gros astéroïdes, pratiquement, donc ça, c'est une vue qui date, alors je ne me souviens plus, ça a quand même 5 à 10 ans, hein, cette vision. Enfin, vous voyez que la plupart des gros astéroïdes sont connus, mais plus ils sont petits, plus il y en a qui nous restent à découvrir. Ce qui peut se montrer comme ça, hein. Vous avez ici tous les astéroïdes qui passent près de la Terre, qui ont été découverts, qui sont découverts, alors c'est à la date de 2020 en fait. Vous voyez que les objets de plus d'1 kilomètre, ça plafonne quand même, on ne trouve plus beaucoup. Des objets de plus de 100 mètres, il en reste quand même encore un petit peu à découvrir. Vous voyez, on n'est pas encore arrivé à un plateau. Alors les objets vraiment plus petits, ça, ils risquent toujours d'en tomber. Donc c'est tous ces petits objets. Est-ce qu'ils nous font courir un danger? Le danger, en fait, ce que vous avez ici, c'est le nombre d'objets qui tombent par an en fonction de leur taille. Les très gros objets, c'est plutôt tous les 100 millions d'années. Donc ça, on est quand même relativement à l'abri. Là, il s'agit de l'objet qui faisait 5 à 10 km, qui marque la limite entre l'ère secondaire et l'ère tertiaire. Et les dégâts faits, voilà, l'échelle des dégâts est indiquée ici. Donc ça fait des dégâts à l'échelle de la planète. Des objets qui font 10 km qu'on ne connaît pas, moi je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup, hein. Donc le risque n'est pas tellement élevé, parce qu'encore une fois, on est très bon en mécanique céleste, on sait bien quels sont les objets qui nous menacent. Mais en revanche, c'est sûr que la météorite de Chelyabinsk, c'était un objet qui faisait 20 mètres de diamètre, et ça a quand même soufflé toutes les vitres de la ville. Et ça, des objets comme ça qui se baladent, c'est clair qu'il y en a beaucoup. Mais est-ce qu'on va envoyer une mission de défense planétaire pour détourner un objet qui fait 20 mètres de taille? Je ne le crois pas. Voilà. Donc ça, c'est quand même des choses, vous voyez, c'est là qu'il y a peut-être des choses à faire vers des objets qui font de l'ordre de la centaine de mètres. Alors combien il y en a qui vraiment nous menacent? On a vu qu'il y avait 7000 astéroïdes à peu près qui venaient près de la Terre. Ceux qui sont potentiellement dangereux, vraiment, il n'y en a plus que 4700 qui vont se rapprocher à des distances de la Terre qui sont voisines de celles voisines de la distance Terre-Lune, je crois. Voilà. Donc,
je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, mais alors donc ce sont pour les missions de retour d'échantillons et de défense planétaire liées à Ryugu et Bennu. Mais il y a une mission de défense planétaire que je voulais aussi mentionner dans cet exposé, qui est la combinaison de la mission DART et de la mission Hera. Donc on va tester si on est capable de déflecter un astéroïde, de lui changer sa trajectoire. Alors l'idée, c'est d'impacter un système double, l'astéroïde Didymos, avec son petit satellite qui s'appelait Dimorphos, mais que maintenant ils ont rebaptisé Didymoon, ça veut dire la lune de Didymos. Et donc il y a la sonde DART qui doit partir le 24 novembre de cette année et venir impacter cet objet avec l'idée que s'il est perturbé, il va falloir l'idée c'est de le faire rentrer sur une orbite qui est plutôt plus interne, de façon à ce que si jamais il est tellement déstabilisé qu'il tombe, il tombe sur Didymos et qu'il ne vienne pas tomber sur la Terre, ce qui serait quand même assez malheureux. Donc ça, c'est le principe de la mission DART. Ça va être la première mission de vraie collision pour essayer de détourner un astéroïde. Et il y a maintenant une mission qui est planifiée par l'ESA, qui est la mission Hera, qui va venir voir les dégâts créés par la mission DART, avec l'idée de caractériser la nouvelle orbite de Didymoon, de caractériser le cratère, de faire des mesures des caractéristiques physiques. Et j'ai laissé ça, prélèvement à sa surface, mais je crois que cette partie-là de la mission a été supprimée. Voilà, donc pour les menaces qui sont liées à la présence d'astéroïdes. Et puis, pour terminer cette conférence, quelques mots sur des astéroïdes potentiellement venus d'ailleurs. Alors, comment ça se présente? Eh bien voilà, le 17 octobre 2017, les astronomes de Hawaï, sur la manip Pan-STARRS, repèrent un objet qui se déplace très vite. Alors, ce qu'on voit là, c'est les traînées des étoiles, puisqu'on additionne des photos qui sont prises dans des directions différentes pour voir la propagation de l'objet et pour voir sa vitesse. Et donc, voilà cet astéroïde qui se déplace très vite. Et il change brutalement avec la rotation, il a des changements de couleur qui sont extrêmement brutaux. Et on va donc de ça déduire une forme pour cet astéroïde. On pense qu'il est très allongé et qu'il tourne sur lui-même, et donc qui ressemble à un cigare volant. Et voilà la trajectoire telle qu'on l'a reconstituée. Et donc, ce que vous voyez, c'est que cette trajectoire, elle est extrêmement oblique, elle vient vraiment pas du tout du plan de l'écliptique, elle est beaucoup plus oblique que celle des comètes. Et puis aussi, cet objet est extrêmement rapide, parce qu'il va quitter le système extrêmement vite. Il va perdre aussi en luminosité, sa luminosité va diminuer d'un facteur 100 extrêmement vite. Alors, il a une forme étrange. Dont il faut se rendre compte quand même, c'est que c'est un point lumineux qui réfléchit la lumière du soleil. En plus, pour calculer cette rotation sur la base de cette luminosité, on est obligé de faire des hypothèses sur la fraction de la lumière solaire qui est réfléchie par cet astéroïde. Donc on suppose que la surface, elle est noire comme celle d'un astéroïde ou d'une comète. Voilà. Mais surtout aussi, on s'est rendu compte que ces variations de lumière indiquait une période de rotation de 7h34 à peu près, mais que cette rotation était beaucoup plus complexe que ce qu'on pensait, c'est-à-dire que non seulement il tourne comme ça sur lui-même, mais il tourne aussi comme ça et il tourne dans toutes les directions. À cause de ça, les scientifiques en fait ont remanié un peu la forme de cet objet, et plutôt que de le voir comme un cigare, on le voit plutôt comme une savonnette qui s'abraserait avec le temps au fur et à mesure qu'il traverse l'espace interstellaire et interplanétaire. Alors, pourquoi s'intéresse-t-on à cet objet? Déjà, c'est le premier objet d'origine interstellaire qu'on connaît. Et la question, ça a été de savoir, est-ce que vraiment il y a d'autres objets qui se baladent dans l'espace interstellaire? En réalité, au moment de sa formation, on sait que le système solaire a été extrêmement perturbé, notamment par le déplacement des planètes géantes qui sont venues à l'intérieur, à l'extérieur. Il y a des tas d'astéroïdes et probablement de comètes qui ont été éjectés du système solaire. Il y en a probablement des objets
du système solaire qui se baladent dans l'espace interstellaire. Et ben, de la même manière, on peut penser que ça, c'est un objet qui vient de l'extérieur du système solaire. On n'en voit pas beaucoup, mais évidemment, pour les voir, il faut qu'ils arrivent au niveau de l'orbite de la Terre, parce que ça va être très difficile de voir un objet qui est au-delà de Neptune. Et ces objets ne sont pas si rares, puisqu'on en a déjà détecté un deuxième, Borisov, qui a été détecté en août 2019. Une autre chose qui a été avancée par les gens qui ont proposé qu'il s'agissait d'un vaisseau interstellaire, c'est son orbite inhabituelle. Mais en réalité, elle n'est inhabituelle que parce qu'on le compare à des orbites d'objets qui sont à l'intérieur du système solaire. Mais si on calcule théoriquement la trajectoire d'un objet interstellaire, c'est à peu près la trajectoire de ce qu'on attend. Voilà. Donc pour Karen Mitch, que vous voyez ici, l'idée d'un vaisseau extraterrestre, c'est surtout de la publicité que se fait Avi Loeb, puisque c'est lui qui a proposé cette hypothèse, parce qu'il est associé à des projets d'exploration de l'espace interstellaire. Et une autre chose qu'ils ont fait aussi, bien sûr, Karen Mitch et son équipe, donc c'est son équipe qui a découvert cet objet, c'est qu'ils se sont dit s'il s'agissait d'un vaisseau interstellaire, chose qu'évidemment on ne peut pas prouver que ce n'est pas le cas, mais on est vraiment raisonnablement convaincu que ce n'est pas le cas, mais même si on ne peut pas le prouver, ils ont vérifié aussi qu'il n'y avait pas de signal radio qui était émis par cet astéroïde. Voilà, donc la trajectoire telle qu'on l'a reconstituée, on pense qu'il est entré dans le système solaire en 1995, qu'il est passé au voisinage vraiment du Soleil en 2017, mais ce n'est pas là qu'on l'a vu, on l'a vu un petit peu plus tard, et le voilà en train de partir du système solaire. Alors évidemment, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on sera capable, avec des astéroïdes comme ça, de récupérer des échantillons d'origine interstellaire? Vous imaginez bien que ça va être encore très très différent de ce qu'on connaît à l'heure actuelle. En fait, d'après ce que dit Karen Mitch, on a les technologies pour le faire. Mais le problème, c'est que si on court après, parce qu'il va très vite, on le rattrapera très loin. Et à ce moment-là, on ne sera pas capable de manœuvrer une sonde pour pouvoir effectivement faire les prélèvements et de rapporter les échantillons. Donc à l'heure actuelle, on n'est pas capable d'avoir des échantillons de ces objets-là. Et là, pour le coup, je n'ai aucun doute. Autant si on parle de mission humaine sur Mars, je pense que c'est très loin. Autant ça, je pense que d'ici 10, 20, 30, 40 ans, on sera capable de rapporter des échantillons de tels corps. Et là, ce sera sûrement quelque chose de très, très intéressant pour nous. Voilà, donc ma conclusion, donc je voulais juste faire un petit rappel sur le fait, donc sur ce qu'on a rapporté comme échantillon alors Itokawa, on avait rapporté quelques microgrammes, on a rapporté quelques nanogrammes d'une comète avec la mission Stardust, quelques grammes de Ryugu, probablement plus d'une centaine de grammes de Bennu qui sont en route. Alors évidemment, si on compare aux matériaux qu'on a sous forme de météorites qui viennent d'astéroïdes, on en a beaucoup plus. L'énorme avantage, c'est que ça, on a un contexte géologique, on peut caractériser les objets, ce qui n'est pas le cas pour les météorites. D'un autre côté, avec les météorites, on a accès à vraiment beaucoup, beaucoup plus d'objets du système solaire. Donc en fait, ces types d'études sont finalement tout à fait complémentaires. Et puis, bien entendu, quand on étudie les échantillons qu'on rapporte des astéroïdes, c'est tout à fait les mêmes communautés qui travaillent dessus, puisque c'est les mêmes méthodes d'analyse qu'on emploie. Voilà, je vous remercie de votre attention.